Tu peux passer toute ta vie à utiliser de l'argent sans jamais voir le moment exact où il naît. Et ce moment ne se produit ni dans une imprimerie, ni dans un camion blindé, ni dans un coffre caché. Il se produit souvent dans un bureau banal, quand une banque accepte une dette et la transforme en argent que quelqu'un peut dépenser dès aujourd'hui. Et si tout le sujet tenait dans ce moment précis? Quand ton salaire arrive, tu ne reçois presque jamais de billets glissés avec ta fiche de paye. Tu ouvres ton application, tu vois un nombre apparaître, puis ce nombre paie ton loyer, tes courses, ton essence et tes factures. Donc avant de demander qui crée l'argent, il faut regarder l'argent que tu utilises vraiment, pas seulement celui que tu peux tenir dans la main. Parce que le vrai décor n'est pas le coffre, c'est l'écran. Il faut donc séparer deux formes d'argent que beaucoup mélangent sans s'en rendre compte. L'argent liquide, ce sont les billets et les pièces. L'argent scriptural, c'est simplement l'argent inscrit sur les comptes bancaires. Et dans la vie quotidienne, c'est surtout cet argent scriptural qui circule. Cartes, virements, prélèvements, salaires, loyers, achats en ligne. C'est là que le sujet devient beaucoup plus troublant. On pourrait croire que cet argent sur écran est juste la copie numérique de billets rangés quelque part en réserve, comme si, pour chaque somme affichée sur un compte, un équivalent exact attendait dans une salle sécurisée prêt à être sorti si besoin. Ça paraît logique, mais ça explique mal le réel, parce qu'une grande partie de l'argent existe surtout comme écriture bancaire. Et ce mot-là change tout. Une écriture bancaire, dit simplement, c'est une ligne dans les comptes d'une banque qui te donne un vrai pouvoir de paiement. Ce n'est pas imaginaire. Si ton compte affiche 1000 €, tu peux vraiment payer 1000 €. Le fait que ce soit une écriture ne le rend pas moins réel. Donc, pour comprendre qui crée l'argent, il faut regarder qui peut faire apparaître ces écritures reconnues comme de l'argent utilisable. Imagine maintenant une scène très concrète. Tu veux acheter un appartement, mais tu n'as pas 200 000 € disponibles sur ton compte. Tu prends rendez-vous à la banque, on regarde tes revenus, ton contrat, tes charges, ton apport, puis on décide si tu peux rembourser sur la durée. Si le dossier passe, la banque t'accorde un crédit, c'est-à-dire un prêt que tu rembourseras plus tard, petit à petit. Et c'est ici que beaucoup font fausse route. On imagine souvent que la banque prend simplement l'argent déjà déposé par d'autres clients pour te le transférer, comme si elle déplaçait un stock déjà là, puis elle versait la somme sur ton compte. En réalité, au moment du prêt, elle inscrit généralement une somme nouvelle sur ton compte. Avant, elle n'y était pas, après, elle y est. Autrement dit, une nouvelle somme utilisable vient d'apparaître dans l'économie. Toi, tu vois une somme disponible, le vendeur voit un paiement arriver et la transaction peut se faire dans le monde réel. En face, la banque enregistre une dette à ton nom, une somme que tu devras lui rendre selon un calendrier prévu. Donc, au même instant, elle crée un dépôt sur ton compte et une dette que tu devras rembourser. C'est pour ça que la question « qui crée l'argent » mène très vite au crédit. Le crédit, au fond, c'est le fait de te donner aujourd'hui un pouvoir d'achat que tu n'as pas encore, contre la promesse que tu le rembourseras plus tard. Dit autrement, la banque transforme une promesse de remboursement futur en capacité de paiement immédiate. Et c'est là qu'une grande partie de l'argent moderne apparaît. Mais attention, il ne faut pas imaginer l'excès ou la facilité. Dire que les banques créent de l'argent en prêtant ne veut pas dire qu'elles peuvent écrire n'importe quel chiffre, n'importe quand, pour n'importe qui. Sinon, chaque banque deviendrait une machine infinie et la confiance dans l'argent s'effondrerait très vite. Ce pouvoir existe, oui, mais il existe dans un cadre serré, avec des règles, des limites, du contrôle et surtout du risque. On se demande alors, qu'est-ce qui les empêche de juste cliquer et d'en créer sans fin? D'abord, une banque doit vérifier si l'emprunteur a de vraies chances de rembourser, sinon elle se fragilise elle-même. Ensuite, elle doit respecter des règles de solidité, garder un certain équilibre et rester capable d'honorer les paiements qui partent vers d'autres banques. Donc, elle peut créer de l'argent par le crédit, mais pas à volonté, pas sans contrainte, pas sans conséquences si elle prête mal. C'est ici qu'entre en scène la Banque centrale. Malgré son nom impressionnant, elle n'est pas la banque des particuliers qui paye avec une carte ou une appli. C'est surtout la banque des banques, celle qui se trouve au sommet du système et qui fournit le socle sur lequel les autres tiennent debout. Tu ne la vois presque jamais, mais sans elle, le décor entier devient beaucoup plus instable. Son rôle est moins spectaculaire qu'on l'imagine, mais plus décisif. C'est elle qui émet les billets que tu peux retirer au distributeur et glisser dans ton portefeuille. Elle ne crée pas directement chaque euro de ton compte courant, mais elle soutient le système qui permet à ces euros de circuler sans se casser. C'est aussi elle qui crée la monnaie centrale, l'argent de base que les banques utilisent, surtout entre elles, pour se régler.
Quand tu paies quelqu'un qui a son compte dans une autre banque, les deux banques doivent ensuite régler l'opération entre elles. Ce règlement ne repose pas sur une simple promesse orale, il s'appuie sur un argent de référence, plus sûr, reconnu au cœur du système. Cet argent de référence, c'est justement la monnaie centrale, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la Banque centrale compte autant. Pour ne pas se perdre, il faut donc garder 3 niveaux en tête. Les billets, que tu peux tenir dans la main, la monnaie centrale, utilisée surtout entre banques, et la monnaie scripturale, celle de ton compte bancaire. Si tu mélanges ces 3 couches, tout se brouille et tu passes à côté du mécanisme principal qui t'intéresse depuis le début. Parce que l'argent que tu utilises le plus souvent n'est ni le billet ni la réserve des banques, c'est surtout l'écriture sur les comptes. Revenons au prêt immobilier parce que c'est là que la mécanique devient visible. La banque crédite ton compte. Tu paies le vendeur, il reçoit la somme, puis peut acheter autre chose ou rembourser sa propre dette. Ce qui était au départ un crédit accordé à une seule personne devient donc de l'argent qui circule ensuite dans toute l'économie. La création monétaire n'est donc pas un détail enfermé dans un ordinateur, elle se traduit immédiatement dans la vie réelle. Et c'est là que le sujet devient beaucoup moins abstrait, car cette création ne produit pas les mêmes effets dans l'économie. Elle influence ce qu'il peut être acheté, construit, lancé, repoussé ou rendu possible à un moment donné dans le pays. Un prêt pour construire une usine, acheter un logement ou financer un commerce ne produit pas les mêmes conséquences. Si beaucoup de crédit va vers l'immobilier, par exemple, cela peut pousser les prix à la hausse bien plus vite que dans d'autres secteurs. Donc la bonne question n'est pas combien d'argent a été créé, mais plutôt où est-il allé en premier et pourquoi faire. Mais si la banque crée de l'argent quand elle prête, que se passe-t-il quand tu rembourses? C'est justement ici que le mécanisme devient vraiment complet. L'argent créé au départ disparaît progressivement. Pourquoi? Parce que l'écriture bancaire ajoutée au moment du prêt s'efface au fur et à mesure que la dette diminue. Autrement dit, la même mécanique qui fait apparaître l'argent organise aussi sa disparition quand le prêt s'éteint. C'est très important, parce que sinon on imagine un système où l'argent ne ferait que s'empiler pour toujours. Le système monétaire respire sans arrêt entre création et destruction d'argent bancaire. Et c'est là qu'une phrase très célèbre brouille souvent tout. On entend souvent « les banques créent de l'argent à partir de rien ». La formule est frappante, mais elle simplifie trop ce qui se passe réellement. Oui, elles créent de nouvelles sommes par écriture, mais elles le font dans un cadre de règles, de contrôle, de risques et avec un lien constant avec la banque centrale. Si personne ne croyait qu'un virement serait honoré, qu'un compte restera utilisable demain ou qu'une carte sera acceptée à la caisse, cet argent perdrait aussitôt sa force. L'argent moderne repose donc sur une confiance organisée, pas vague, pas naïve, mais encadrée par des institutions, des règles et des mécanismes de sécurité. Et là, tout ce qu'on cherchait depuis le début se rejoint enfin. Une grande partie de l'argent moderne n'est pas une chose qu'on extrait, qu'on trouve ou qu'on imprime dans un atelier. C'est une promesse reconnue comme moyen de paiement, assez crédible pour circuler partout et assez encadré pour tenir debout. Voilà pourquoi les banques, la banque centrale et les règles du système comptent autant, elles portent la crédibilité même de cet argent. Alors, qui crée vraiment l'argent ? Les billets relèvent bien de la banque centrale et les règles du jeu aussi, mais l'argent que tu utilises le plus souvent, mais surtout quand les banques commerciales accordent du crédit. L'argent moderne n'est pas seulement imprimé d'en haut, il est largement créé par la dette, encadré par des règles et puis tenu debout par la confiance. Et une fois que tu as vu ce moment exact, le jour où une dette devient un paiement, tu ne regardes plus jamais ton compte bancaire de la même façon.